Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver du coup pour un webinaire qui va traiter de la visite de printemps en apiculture, mais également de la méthode du retrait de couvain de mâle, qui est une méthodologie zootechnique pour gérer varroa en début de saison. Donc pour cette présentation, on va être trois présentateurs. Floriane Kondratov du Grand Est, ainsi que mon collègue Lucien Huet de Normandie. Floriane, je vais te laisser te présenter peut-être. Floriane Kondratov, je suis la coordinatrice du groupement de défense sanitaire pour la section apicole du Grand Est. J'ai quelques ruches, je suis plutôt apiculteur de loisirs et sinon j'ai un master en écologie. Merci Floriane. Lucien, je te laisse aussi la parole. Oui, donc bonjour à tous, Lucien Huet, donc je suis l'animateur pour la section apicole régionale du GDS normand. Je suis aussi apiculteur à titre personnel et j'ai été ouvrier apicole pendant plusieurs années. Merci beaucoup. Et du coup, Alexandre Calins, je suis le coordinateur du GDS Pays de la Loire, qui est du coup l'organisme qui vous propose ce webinaire aujourd'hui. Et du coup, pour ma part, je suis également apiculteur de loisirs et technicien sanitaire apicole. Donc, en ce qui concerne tout simplement notre ordre du jour, on va faire une petite introduction sur l'importance de la visite de printemps. C'est vraiment une visite clé au niveau sanitaire pour vos colonies. Ensuite, on aura un petit point d'étape tout simplement sur le matériel préconisé nécessaire pour réaliser cette visite, histoire que vous puissiez bien vous organiser en amont avant d'aller sur vos colonies. Et ensuite, tout simplement, on va dérouler la visite de printemps, donc les premières observations avant d'ouvrir votre ruche. Et puis, lorsque l'on va ouvrir la ruche, du coup, qu'est-ce que l'on doit observer? On va voir du coup les provisions, l'état du couvain et la ponte de la reine. On va également un petit peu parler de contrôle de maladie, de gestion des vieux cadres et du coup de renouvellement de cire par la même occasion. On va également parler de la gestion des planchers, de la gestion des colonies mortes, quelle gestion on peut en avoir. Et ensuite, on va ouvrir du coup sur tout ce qui peut être du coup comptage varroa, contrôle varroa, avant de vous parler de la deuxième partie de ce webinaire qui va traiter de la méthodologie du retrait de couvain de mâle, où on verra du coup assez rapidement et assez simplement le protocole, les avantages et les inconvénients. Donc, Floriane, je te laisse directement la main pour l'introduction. Merci. Alors, apiculteur, apicultrice, vous l'avez certainement remarqué, mais l'hiver va toucher à sa fin, les jours commencent à s'allonger et les abeilles reprennent doucement leur activité. Et c'est le moment aussi pour vous de reprendre vos activités au rucher et ça commence notamment par la visite de printemps qui vise notamment à diagnostiquer l'état de vos colonies en cette sortie d'hiver, à évaluer les ressources et la dynamique de vos ruches et à anticiper les interventions qui vont être nécessaires. Alors bien sûr, cette visite de printemps, elle ne se fait pas n'importe quand, il faut quand même des conditions météorologiques qui soient adaptées. Ces conditions météorologiques, on demande à ce qu'elles soient à minima pour les températures de 15 degrés Celsius et sans vent. Pourquoi? Parce que cela va permettre d'éviter les impacts sanitaires, notamment un refroidissement du couvain. C'est le genre de refroidissement du couvain, si en plus les manipulations sont un peu longues, peut avoir un impact sanitaire et déclencher parfois quelques maladies comme le couvain plâtré ou ascosphairose. Donc, l'ascosphairose, c'est un petit champignon qui se développe lorsque la température du couvain chute notamment sous 30 degrés Celsius. Et ce développement est d'autant plus rapide si les conditions d'humidité y sont favorables. Et lorsque vous allez refermer la ruche, la colonie va prendre un certain temps pour faire remonter cette température. Donc, il faut vraiment que la météo soit favorable. Si vous voyez dans la semaine que dans les prochains jours, il va y avoir des températures d'une vingtaine de degrés, vous pouvez retarder la visite de printemps de quelques jours pour avoir des températures plus optimales.
Évidemment, la visite de printemps, elle se prépare en amont et ça passe par le matériel. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? D'une protection, donc d'une vareuse et de gants, bien sûr, d'un enfumoir et d'un lève-cadre préalablement désinfecté. J'insiste bien sur la désinfection. Pour la désinfection du matériel, vous avez la flamme, bien sûr, mais vous pouvez aussi utiliser de l'eau javelisée pour désinfecter vos plateaux de ruche ou encore le lève-cadre. Attention à l'eau de javel. L'eau de javel s'utilise toujours à froid et pour être efficace, il faut absolument avoir gratté le matériel pour enlever toutes les matières organiques et la propolis et l'avoir nettoyé avant. Donc, on gratte, on nettoie, on désinfecte et ensuite, on rince. Attention aussi à ne pas mélanger l'eau javelisée avec d'autres produits. Cela peut être dangereux. Par exemple, j'ai vu quelques apiculteurs qui essaient de mélanger l'eau javelisée avec du vinaigre. Ce genre de mélange peut provoque d'ailleurs l'apparition de vapeurs de chlore qui sont toxiques et qui peuvent causer des lésions pulmonaires graves, qui peuvent éventuellement entraîner la mort. Donc attention à ne pas mélanger l'eau javelisée avec autre chose. Ensuite, prévoyez des cadres pour changer quelques cadres dans vos colonies. On recommande de changer systématiquement au moins 2 cadres par ruche chaque année pour avoir un bon roulement, car la cire peut accumuler différents produits de traitement ou des pesticides qu'il pourrait y avoir dans l'environnement. Prévoyez aussi un nourrissement en cas de manque de réserve dans vos colonies, donc du sirop. Et pour les plus motivés d'entre vous, le matériel nécessaire à un petit comptage varroa. Je peux passer à la diapo suivante. Alors, le déroulement de la visite de printemps, elle commence bien avant l'ouverture de la ruche. La première chose que vous pouvez observer, c'est l'environnement autour de votre rucher. Est-ce que les floraisons sont là? Est-ce qu'il y a déjà du pollen dans l'environnement, par exemple les noisetiers, l'aulne, le bouleau, le saule, qui vont être indispensables à vos abeilles pour élever leur couvain? Ensuite, lorsque vous allez arriver sur votre rucher, vous allez pouvoir évaluer dans un premier temps l'état physique de vos ruches. Est-ce que vos ruches ont été endommagées durant l'hiver en raison peut-être de la prédation d'un prédateur ou éventuellement, on ne l'espère pas, de vandalisme? Est-ce qu'il y a de la présence de déjections sur les ruches ou autour des entrées? Et ensuite, on va évaluer l'activité autour de la ruche. Est-ce que l'activité des abeilles à l'entrée de la ruche est faible ou forte? Est-ce qu'elles rendent du pollen? Est-ce qu'il y a des abeilles mortes ou traînantes sur la planche d'envol? Est-ce qu'il y a des abeilles mortes devant l'entrée de la ruche? Est-ce que vos ruches sont anormalement agressives ou non? Donc là, je vais vous présenter quelques cas particuliers. Notez bien que lors de votre visite de rucher, on va toujours établir ce qu'on appelle le principe de la marche en avant. Vous allez commencer par visiter les ruches qui vous paraissent les plus fortes pour finir par les ruches qui vous paraissent les plus faibles. De cette manière, vous n'allez pas transmettre les maladies éventuelles de la ruche faible à la ruche la plus forte. Dans l'idéal, il est bon de désinfecter le matériel, en particulier les gants et le lève-cadre, entre chaque ruche. Cela peut se faire avec à la flamme, notamment pour le lève-cadre, ou avec de la javel pour les gants. Alors, parmi les signes qui vont être à surveiller, ça va être par exemple tout ce qui va être traces de diarrhée, de dysenterie. Est-ce que sur votre ruche est sale? Est-ce qu'il y a des traces donc, de diarrhée? Est-ce que les abeilles sont traînantes? Est-ce qu'elles ont l'abeille gonflée? Est-ce qu'il y a une accumulation d'abeilles mortes à l'entrée de la ruche? Donc tout ça, ça peut être provoqué en raison de confinement et de l'humidité qui va favoriser par exemple certaines maladies comme les nosémoses.
L'hivernage sur le miella, attention, le miella contient un sucre complexe qu'on appelle le mélésitose et qui est difficilement digéré par les abeilles. Donc, elles vont remplir leur ampoule rectale beaucoup plus vite. Et si elles n'ont pas les bonnes températures au cours de l'hivernage pour faire un vol de propreté, elles vont faire leur déjection à l'intérieur de la ruche et ces déjections vont être propices à un mauvais état sanitaire de la ruche et à la propagation de maladies. D'autant plus que cela va être aussi propice à la contamination des ressources alimentaires à l'intérieur de la ruche, que ce soit le miel ou le pain d'abeille. Attention aussi aux pollens de mauvaise qualité. Donc, tous les pollens ne se valent pas, mais si en plus, lors de leur sortie d'hivernage, l'environnement manque de pollen, elles vont élever le couvain sur du pollen qu'elles ont stocké en automne, mais ce pollen a des propriétés au niveau de l'alimentation qui vont être moindres que du pollen frais. Notez aussi que les stress environnementaux vont être des facteurs favorisants à ce type de choses. Les solutions, ça va être d'assurer une bonne ventilation et un emplacement sec pour votre ruche, de leur fournir un nourrissement adapté avant la mise en hivernage, si nécessaire, avec un sirop lourd 70-30 dans lequel on aura pu rajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Et donc, lors de cette visite de printemps, pensez à désinfecter les ruches, notamment les plateaux et en cas de maladie, particulièrement si vous voyez des traces de dysenterie, le corps de la ruche et la destruction des cadres souillés est fortement recommandée. Au prix des cadres, il vaut mieux les détruire plutôt que de s'embêter à perdre du temps, enfin passer du temps dessus pour les désinfecter. Ensuite, vous pouvez observer à l'entrée de vos ruches des abeilles avec les ailes déformées. Les ailes déformées, c'est suite à un virus qu'on appelle le virus des ailes déformées, DWV, qui est notamment lié à une trop forte infestation de varroa. Ce virus est transmis par le varroa. Si vous voyez ça au printemps, c'est que votre ruche est certainement très fortement infestée par le varroa et là, on est sur des signes de varrose déclarés. Il va falloir vérifier à l'intérieur de la ruche l'état du couvain lors de l'étape d'observation de la ponte et de la reine. Et ça peut être intéressant d'effectuer un comptage varroa lors de cette étape. Si le comptage est élevé, et on suppose qu'il va l'être, il va falloir faire un traitement contre le varroa qui va être rapide et si vraiment la ruche est trop infestée, voire même supprimer le couvain, de manière à faire baisser l'infestation et pourquoi pas renforcer la colonie avec un cadre de couvain qui va provenir d'une ruche qui est saine. Diapo suivante. Ça s'est pas mis à jour pour toi, Floriane? Si, ça vient juste de se mettre à jour, ça a mis un peu de temps. Ok, super. Alors, parmi les signes à surveiller, vous avez bien sûr les abeilles mortes devant l'entrée de la ruche. Si vous avez un tapis d'abeilles mortes devant la ruche, ce n'est pas quelque chose qui est normal et cela peut être dû à une période de famine au printemps, à un problème sanitaire, notamment à l'intérieur de la ruche, ou alors il s'agit d'un cas d'intoxication. Dans ce cas-là, il va falloir vérifier les traces de dysenterie, l'état des provisions et l'état des abeilles à l'intérieur de la ruche. Si c'est un cas d'intoxication ou même pour tout autre problème, vous pouvez contacter l'OMAA dans les régions où ce dispositif a été déployé. Par exemple, dans le Grand Est, OMAA n'a pas été déployé. Dans ce cas-là, il vaut mieux contacter la DDPP de votre département. Et si vous avez un doute, votre GDS est toujours à votre disposition. Enfin, si vous voyez des cadavres d'abeilles qui semblent avoir été rongés et des herbes sèches à l'entrée de la ruche, vous avez certainement un rongeur à l'intérieur de celle-ci.
Dans ce cas-là, il va falloir ouvrir la ruche, évaluer l'état de la ruche en elle-même. Peut-être que votre ruche a été fragilisée au cours de l'hiver, même si vous avez mis les entrées, et il est possible qu'un petit rongeur ait creusé le bois pour pouvoir pénétrer dans la ruche. Dans ces cas-là, il va falloir retirer le rongeur et son nid et absolument désinfecter la ruche parce que les rongeurs ne sont pas connus pour être des animaux très propres et ils ont certainement fait leur déjection à l'intérieur de la ruche, ce qui aura pu contaminer les réserves de la colonie. Donc, on recommande de transvaser la colonie dans une ruche qui aura été désinfectée elle aussi et de désinfecter la ruche qui a été envahie par le rongeur. N'oubliez pas de Eh réduire bien, vos entrées lors de l'entrée en hivernage pour éviter au mieux les problèmes de rongeurs. Et je vais passer la main. merci beaucoup, Floriane, pour cette première partie. Du coup, on va passer à la seconde partie à partir du moment où justement on va ouvrir les ruches. Quelles observations on doit faire? Donc, dans un premier temps, on va parler des provisions tout simplement parce que généralement celles-ci sont en périphérie du couvent. Donc, c'est les premiers cadres sur lesquels on va tomber. Donc, pourquoi en fait vérifier les prévisions? Tout simplement parce qu'on veut éviter les risques de famine. Risque de famine en fait qui peut engendrer la mortalité de la colonie. Donc, il faut savoir concrètement que les ressources en extérieur actuellement, elles sont encore limitées. On a des températures qui sont un petit peu en dents de scie. Du coup, dès qu'il commence à faire un petit peu plus doux, nos abeilles, tout simplement, elles vont consommer pour pouvoir sortir. Pour autant, elles ne trouvent pas systématiquement dans la nature les ressources suffisantes pour les ramener dans la colonie. Donc, comment on évalue les réserves? Tout simplement en évaluant les cadres. Là, je vous ai mis du coup deux bonnes images. Du coup, en haut, vous pouvez voir un cadre du coup de miel operculé bien abondant. Et en dessous, du coup, vous avez tout simplement un cadre de pollen. Le pollen qui est extrêmement important en fait à ce moment-là de l'année parce que c'est vraiment la protéine et c'est ce qui va permettre justement un pollen de bonne qualité, comme le disait Floriane tout à l'heure, d'avoir un bon élevage en fait. Donc, si vous détectez tout simplement que vos cadres ils sont secs, vous avez des abeilles justement qui, quand vous ouvrez, elles sont directement la tête en haut, ça peut signifier justement qu'il y a un manque de réserve. À partir de ce moment-là, faut pas hésiter à placer un pain de candy justement au-dessus du couvain pour qu'il soit à disponibilité justement des abeilles. Et la saison est également propice justement si vous voyez qu'il n'y a pas non plus de pollen à mettre un pain de candy protéiné. Une autre méthodologie de nourrissement, en fait, ce serait tout simplement de fournir du sirop. Mais là, on est plus sur un aspect de stimulation. Donc, c'est un élément que je vous évoque à l'oral, mais que je ne vais pas détailler pour autant. Donc, je laisse toujours un petit temps de latence parce que je ne vois pas exactement ce que vous voyez et je veux être sûr que la diapo soit bien arrivée avant de commencer à parler. Donc, la seconde chose, tout simplement, qu'on va observer, c'est l'état du couvain, donc indirectement la ponte de la reine. Donc, pourquoi on observe du coup le couvain et la ponte? Tout simplement déjà pour vérifier la présence et l'activité de la reine. Forcément, si on n'a pas de couvain, c'est soit que la reine n'est pas en ponte, ou soit que la reine, du coup, n'est plus là et que la colonie est orpheline. Ça va également nous permettre de juger en fait de la dynamique et de la santé de la colonie au global. Donc, quand on observe les cadres de couvain, qu'est-ce qu'il faut regarder? Donc, c'est ce que je vous disais, il va falloir vérifier la présence d'œufs ou de larves. Donc, si on a du couvain operculé, mais par contre on n'a pas d'œufs et qu'on n'a pas de larves, ça veut dire que la reine n'est actuellement pas active. Donc, c'est pour ça que voir des œufs et des larves, ça nous montre que la reine, elle est actuellement active. On va également regarder en fait la disposition du couvain. Il faut que le couvain, tout simplement, il soit bien régulier, bien compact. Et ça, c'est synonyme d'une colonie en bonne santé.
Euh, Indirectement, en fait, si vous voyez un couvain qui est irrégulier, comme vous pouvez le voir justement sur la photo qui est en bas, on a un couvain qui est un peu mosaïqué, avec des cellules qui sont affaissées. Bah, en fait, concrètement, si en plus de ça, on a une odeur malodorante par-dessus, on sait directement en fait que ça, c'est un couvain qui a une problématique sanitaire. Donc, la photo que vous avez au-dessus, euh, c'est un exemple, par exemple, de couvain qui est vraiment bien compact avec des cellules bombées. Et ça nous montre que globalement, quand on a un couvain comme ça, on peut se dire que la colonie est en bonne santé. Donc, qu'est-ce qu'on fait en cas d'anomalie? Donc, tout simplement, si on a absence 2, c'est ce que je vous disais, on va essayer d'aller chercher la reine. Si elle est marquée, bah, ce sera un peu plus simple. Après, à ces saisons-là, on est sur des colonies qui sont un peu plus réduites. Donc, trouver la reine, ça devrait être un petit peu plus simple. Pour autant, si vous n'avez plus d'œufs, que vous ne trouvez pas la reine, et qu'en plus de ça, vous ne voyez pas de cellule royale, concrètement, la ruche, elle est en train de se diriger vers une bourdonneuse. Donc, à ce moment-là, il faut savoir qu'une perte de reine à ce moment-là de la saison, c'est un petit peu délicat. Il n'y a pas encore présence d'énormément de mâles. Donc, la probabilité de remérage, elle est un peu plus faible. En ce qui concerne justement la ponte très faible, on peut se poser la question aussi de l'âge de la reine. Si vous les marquez, c'est toujours plus simple, mais une ponte du coup qui est très faible, sur une reine de 3 ans par exemple, eh ben, ça peut signifier tout simplement que la reine se fait un peu vieille et qu'il va falloir envisager un remérage ou sinon qu'il y a un problème sanitaire. Et du coup, bah, c'est ce que je vous disais également, il me semble que Floriane aussi l'a notifié tout à l'heure. Si on est sur un couvain qui est comme ça en mosaïque, ça peut être également un des signes cliniques de varroa, ça peut être un signe clinique d'autre chose, bien évidemment, comme une loque européenne, mais on va devoir se poser la question de varroa et du coup, Lucien va en parler un petit peu après de comment justement détecter varroa à ce moment-là de la saison. Donc, je pense que là, normalement, la diapo s'est mise à jour pour vous. Donc, maintenant, on va parler de gestion de vieux cadres. Donc, qui dit gestion de vieux cadres dit du coup forcément gestion de la cire. Donc, pourquoi on renouvelle les cadres et on préconise de renouveler les cadres? Floriane disait tout à l'heure qu'effectivement, on préconise euh, globalement de faire une rotation d'à peu près 20% des cadres par an. Comme on est sur des dadans 10 cadres généralement, c'est pour ça que la plupart du temps, c'est renouvelé 2 cadres par an environ. Si on peut faire plus, tant mieux, mais à minima, c'est de renouveler du coup ces fameux 2 cadres. Donc, pourquoi on les renouvelle? Tout simplement pour éviter l'accumulation de pathogènes, mais également de spores de maladies. Je pense notamment à la loque américaine, par exemple. Et sinon, bah, tout simplement, toutes les molécules qui peuvent s'accumuler dans les cires. En fait, la cire, c'est un corps gras et elle va capter justement bah, les pesticides ou tout simplement les molécules en fait, qu'on utilise pour traiter le varroa. Notamment, en fait, les traitements longue durée conventionnels, lorsque vous mettez des lanières en fait, dans vos colonies, vos cires, petit à petit, elles vont capter en fait, les molécules utilisées dans ces médicaments-là. Donc, c'est pour ça que c'est important en fait d'avoir un renouvellement de cire. Sinon, à terme, en utilisant de vieilles cires, vous pouvez avoir justement des problématiques de couvain et des aggravements de problématiques sanitaires. Donc, comment on procède? C'est jamais très évident. Il y a 36 000 méthodes. Je vais essayer de ne pas trop vous perdre. Donc, concrètement, le plus simple, c'est de remplacer les cadres qui vous semblent très noircis ou anciens par des cires gaufrées. Si lorsque vous faites votre visite de printemps, vous détectez des cadres avec des cires très noires, que vous avez la chance en plus que actuellement il n'y ait pas de nourriture dessus et qu'il n'y ait pas de couvain dessus, profitez-en pour le mettre de côté. Et si, bien évidemment, vous avez quelques cadres qui sont suspects,
des cadres avec suspicion de maladie, de moisissure, que le cadre a une odeur anormale, déplacez-le. Une bonne petite astuce, en fait, pour visualiser l'âge de vos cadres, en fait, c'est de noter l'année sur chaque cadre que vous allez introduire. Comme ça, au moins, vous visualisez bien les années de vos cadres. Et là, du coup, je vous ai mis un petit code couleur. Vous avez des schémas, en fait, à côté où vous voyez que les cadres, en fait, sont numérotés par l'année. Mais en plus de ça, il y a des couleurs dessus. Donc là, les couleurs qui avaient été choisies étaient un peu dues au hasard. Et moi, la petite méthodologie que je vous proposerais bien, c'est tout simplement en fait de mettre sur votre cadre la même couleur que pour votre reine. Du coup, par exemple, si on est sur une année qui finit par 1 ou par 6, vous pouvez juste mettre un petit coup de stabilo blanc sur votre cadre, comme ça au moins, bah, vous savez que, par exemple, bah, là, ce serait un cadre de 2021 ou un cadre de 2026. Et là, du coup, pour cette année, si vous allez introduire de nouveaux cadres, vous pouvez très bien, du coup, acheter un petit stabilo bleu. Et comme ça, tous les cadres que vous introduisez avec des cires gaufrées, bah, vous savez que c'est des cadres de l'année 2025. Donc là, je vais vous parler d'une petite méthodologie du coup pour la rotation des cadres. Il y a les schémas qui sont en haut, ça peut vous aider à comprendre. On voit en fait qu'à l'intérieur de la ruche, on a 5 années différentes de cadres. Donc on a 2015 en périphérie, 2016, 2017, 2018 et 2019 au centre. Et on voit qu'à l'extérieur, on a des cadres de l'année 2020. Donc, dans une perspective en fait de renouvellement de cadres, c'est ce que je vous disais, on va enlever les cadres les plus anciens. Du coup, techniquement, des cadres de 5 ans, les cires doivent être bien noircies. Et en fait, pour introduire vos cadres, je pense que la stratégie la plus simple, c'est de mettre votre cadre de l'année en périphérie de votre couvain. Donc, le fait de réaliser cette technique, elles vont étirer la cire gaufrée. Et une fois qu'elles l'auront étirée, comme c'est en périphérie du couvain, la reine, normalement, va pouvoir pondre à l'intérieur. On est au mois de mars, on est au début d'année. C'est pas du tout recommandé de couper le couvain. Donc, c'est pour ça qu'on va le mettre en périphérie du couvain, je le répète. Mais par contre, une fois qu'on sera plus avancé dans l'année, on va pouvoir prendre ces fameux cadres de l'année et les mettre justement en plein milieu du couvain, puisqu'il y aura également du couvain dessus. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est si vous introduisez des cadres en périphérie du couvain, vous attendez que ces cadres soient remplis de couvain et après, vous pouvez les placer au milieu. Comme ça, vous savez que vos cadres de l'année sont au milieu et ensuite, vous décalez les cadres les plus anciens. Donc ça, c'est une méthodologie qui est assez simple. Pour autant, il y a beaucoup de gens tout simplement qui vont préférer en fait hiverner leur colonie et réduire directement leur colonie sur 5-6 cadres et du coup enlever les vieux cadres à ce moment-là. Il y a tout un tas de méthodes pour le faire. Aujourd'hui, moi, je vous propose une méthode assez simple, mais peut-être que vous en avez une autre. Donc, j'espère que la diapo est bien mise à jour. Maintenant, tout simplement, je vais vous parler un peu du contrôle des maladies. C'est ce que vous disiez, Floriane, tout à l'heure. En fait, si vous voyez une problématique en fait, sanitaire, que ce soit avant ouverture de ruche ou que vous la constatez en fait, pendant que vous êtes sur la ruche, si vous ne savez pas trop quoi faire et que vous êtes perdu, en fait, ça ne sert à rien de prendre une décision hâtive. Vaut mieux en fait que vous notiez vos observations, les problématiques, vous les relevez et vous contactez justement votre DDPP, votre GDSA, votre ASAD, votre FRGDS. Et dans les régions justement bah, qui ont le dispositif, je vous ai mis une petite carte du coup en dessous. Il me semble que Centre-Val de Loire, là depuis 2024 également, bah, il y a le dispositif de l'OMA qui existe. Donc, c'est un dispositif qui est disponible 7 jours sur 7.
vous pouvez appeler et tout simplement, vous allez avoir un vétérinaire qui va être disponible. Vous allez pouvoir parler avec lui de vos observations. Et si à un moment donné, c'est nécessaire, il y a même une visite qui va pouvoir être déclenchée, une visite gratuite. En ce qui concerne les apiculteurs professionnels, il y a même 2 visites gratuites par an qui sont disponibles avec ce dispositif. Donc, pour les régions où vous avez ce dispositif, il ne faut pas utiliser à le faire vivre et à l'utiliser. Par la suite, du coup, j'espère que c'est bien à jour, mais vous avez également du coup la gestion des planchers. Donc, en fait, pourquoi nettoyer les planchers? Pour éliminer en fait les débris, les parasites qui vont être accumulés pendant la saison et pendant l'hiver, et du coup, par la même occasion, maintenir un bon état sanitaire de la ruche. Le plancher, c'est vraiment l'endroit par lequel en fait les abeilles rentrent et sortent. Donc, c'est vraiment très important en fait de les nettoyer tous les ans et de ne pas laisser une accumulation justement de parasites sur ce fameux plancher. Donc comment on procède? Ça dépend tout simplement si on a des planchers bois ou bien des planchers plastiques. Dans le cadre où on a des planchers bois, la méthode la plus utilisée, c'est la méthode du passage à la flamme. Donc on va d'abord gratter justement la cire, la propolis, les débris, et par la suite, on va passer du coup notre plancher à la flamme. Idéalement, après, une fois que vous avez bien gratté vos planchers, vous vous en doutez bien, vous allez pouvoir aussi passer à la flamme votre lève-cadre. Et en ce qui concerne les planchers plastiques, c'est une gestion qui est peut-être un peu plus compliquée parfois, parce que c'est ce que vous disiez, Floriane, avant en fait de désinfecter à l'eau de Javel, il faut qu'on puisse enlever la cire, il faut qu'on puisse enlever la propolis qui colle au plancher. Donc généralement, ce qu'on préconise en fait, c'est de les nettoyer avec une lessive de soude. Et du coup, c'est jamais très évident, en fait, quand on est sur place au rucher, de devoir, en fait, enlever le corps de la ruche, le mettre sur le côté et traiter les planchers par la même occasion, sachant qu'il faut qu'on soit quand même assez rapide. Donc, une méthodologie qui peut être assez intéressante, tout simplement, en fait, c'est d'avoir le double de plancher que de ruches. Comme ça, en fait, tout simplement, vous faites des rotations de plancher tous les ans. Dès que vous avez un petit peu de temps, vous nettoyez votre plancher du coup pendant la hors-saison. Et quand vous arrivez en visite de printemps, vous changez le plancher directement, c'est efficace, ça a bien été nettoyé, vous avez eu le temps de le faire. Donc ça, c'est une méthodologie qui peut être assez efficace. C'est vrai que les planchers, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher. Donc ça peut être une idée pour avoir moins de pression par rapport à ça aussi. Et du coup, il me semble que c'est la dernière étape avant que je laisse la main. On va parler un peu de gestion de colonies mortes. Donc, en fait, pourquoi agir rapidement lorsqu'on détecte une colonie morte sur le rucher? Euh, Déjà, en fait, lorsqu'une colonie est dépeuplée, qu'il n'y a plus personne, les abeilles qui sont autour, s'il y a encore de la réserve dans cette colonie, elles vont le sentir, elles vont y aller et il va y avoir personne pour la défendre. Donc forcément, ça va entraîner du pillage du coup des ruches voisines et du coup, qui dit pillage, dit potentiellement contamination. Si la ruche elle est morte, ça peut dire tout simplement que il y avait du coup une problématique sanitaire à l'intérieur de cette colonie et du coup, en pillant, les colonies pilleuses vont amener la problématique chez elles. Donc, que faire? Comme je vous le disais, en fait, il faut retirer la colonie du rucher vraiment sans tarder, hein. Vous détectez une colonie morte, vous réfléchissez pas, vous prenez la colonie et vous la déplacez du rucher. La boîte plutôt, puisqu'il n'y a plus de colonie. Autant pour moi. Ensuite, tout simplement, on va désinfecter la ruche exactement pareil comme on a désinfecté les planchers en fait, hein. Si c'est une ruche tout en bois, on peut la désinfecter à la flamme après l'avoir grattée. Et puis si c'est du plastique, vous pouvez la nettoyer du coup au cristaux de soude et puis par la suite à la javel avant de rincer également. En ce qui concerne la gestion des cadres, on va faire une gestion de cadre qui est assez simple. Si vous êtes sûr et certain que votre ruche n'est pas morte, par exemple, pour une problématique de loque américaine, qu'elle est morte, par exemple, plutôt de faim et que les cadres, en fait, ont des cires qui sont claires, là, soit vous pouvez les stocker, soit vous pouvez les fondre pour le réemploi.
Mais ça, faut être sûr et certain de la mortalité de votre colonie. Dans le cas contraire, vous vous prenez pas la tête, vous prenez pas de risque et vous brûlez les vieux cadres. Et du coup, il me semble que c'est la fin de ma partie pour l'instant. Et puis, je vais laisser la main à Lucien pour la partie contrôle varois. Oui, merci Alexandre. Donc moi je vais vous présenter la partie visite, contrôle des chutes naturelles de Varrois. Donc au printemps, donc vous avez fait votre visite de printemps, vous avez bien nettoyé votre colonie, etc. Vous avez remis la colonie sur son plateau, et donc c'est l'occasion au printemps de faire un contrôle en fait de l'infestation de votre ruche, de vos ruches si vous en avez plusieurs. Donc pour ce faire, on va préférer faire avec la méthode des chutes naturelles de Varrois. Donc ce qui est nécessaire pour faire avec cette méthode, c'est donc un plancher avec aération totale. Ça peut être un plancher bois, donc entièrement grillagé comme on le voit sur la photo de gauche, ou bien ça peut être un plancher Nico en plastique, ça marche aussi. Il faut donc qu'il y ait une trappe spécifique pour pouvoir y glisser un lange. Donc le lange A4, s'il est autocollant, c'est bien. Sinon, on se procurera de la graisse. Ça peut être de la graisse à traire, ça peut être de l'huile de tournesol qu'on viendra étaler donc sur le lange qu'on peut aussi au préalable avoir quadrillé pour faciliter ensuite le comptage. Quand on a beaucoup de varrois et que ça tombe un peu partout sur le lange, faire un quadrillage peut aider. Donc voilà, vous graissez le lange et vous le glissez sous la ruche. Et puis, vous allez venir retirer ce lange tous les 2 à 5 jours pour procéder au comptage. Et puis, donc, si vous réitérez l'action sur plusieurs périodes, vous allez nettoyer le lange, le regraisser et puis le replacer sous la ruche. Alors, il faut faire attention qu'au printemps, il y a souvent beaucoup de chutes de déchets. C'est une période où les abeilles nettoient beaucoup, donc on va trouver toutes sortes de choses, des cadavres, de la cire, etc. Donc, pas trop attendre entre chaque levée des langes pour avoir toujours une bonne lisibilité, bien voir les varrois. Un varrois, c'est pas très gros, ça a une forme bien distinctive, mais voilà, s'il y a trop d'accumulation de déchets, au bout d'un moment, on s'y perd et ça devient compliqué. Donc tous les 3 jours, lever en moyenne tous les 3 jours, c'est un bon ratio pour garder une bonne lisibilité. Faire attention aussi à l'humidité. Si on a des ruches un petit peu exposées à la pluie, il se peut parfois que l'eau ruisselle sur le dos de la ruche et vienne se glisser dans la trappe. Donc voilà, on peut parfois rencontrer ce cas où il y a de l'humidité en trop grande quantité et donc tous les déchets en fait s'amassent et on a une mauvaise lecture du truc. Est-ce que tu peux couper ton micro, Alexandre, s'il te plaît? Merci. Ouais, excuse-moi. Alors attends, je suis obligé de sortir de la présentation 2 secondes. Hop. D'accord. Ouais, désolé, hein. Voilà. Merci. Tac. Alors, on va reprendre du coup là où on en était. Voilà. Donc, pour l'échantillonnage, le nombre de ruches que vous allez compter. Alors oui, on en était là. Donc, pour la durée du comptage, on peut aller jusqu'à 1 à 2 semaines. Ça, c'est un objectif assez ambitieux, c'est assez conséquent. Pour un comptage, on va dire, plus petit, on prendra au minimum 3 jours de comptage pour avoir quelque chose d'un peu près fiable, parce que en fait, la dynamique de chute des varrois, elle n'est pas toujours régulière. Donc, un jour sur l'autre, on va pas toujours avoir des chutes. Donc, 3 jours pour avoir une moyenne sur la durée totale, c'est vraiment le minimum. Voilà, on peut passer à la suivante. Merci. Donc, quand vous allez faire votre comptage sur votre rucher, en fonction de la taille de votre rucher, vous allez prendre un échantillon qui sera plus ou moins gros. Pour les petits ruchers, il est recommandé de faire un comptage sur toutes ces ruches pour avoir vraiment un suivi à la ruche. En fait, il faut savoir que le comptage sur lange, c'est vraiment un comptage qui permet d'avoir un suivi assez précis du taux d'infestation de ces ruches. Donc,
plus on a un petit rucher, plus il faut prendre la peine de compter un maximum de ruches, quitte à compter sur moins de jours. Il vaut mieux compter toutes ces ruches sur 3 jours que 2 ruches sur 4 sur une semaine, par exemple. Ça vous donnera une meilleure idée de l'infestation globale de votre rucher. Et puis surtout, sur les petits ruchers, ça vous permet de ne pas passer à côté des têtes à poux, des ruches qui sont potentiellement plus infestées que les autres. Et c'est ces ruches-là qui peuvent poser problème en cas de surinfestation. En fait, elles peuvent être pillées par leurs voisines. Et dans ce cas-là, on peut avoir des recontaminations des ruches voisines. Donc, quand on a peu de ruches, il vaut mieux en profiter pour tout compter et avoir une idée globale. Plus on va monter sur un grand nombre de ruches dans son rucher, plus on va prendre un échantillon de ruches. On ne va pas tout compter parce que ça prendrait trop de temps. Donc on va échantillonner en prenant un petit peu dans tout le rucher, pas trop les ruches côte à côte, surtout si elles ont la même apparence. Il y a un risque de dérive entre les ruches. Et donc, quand il y a de la dérive, il y a souvent une homogénéisation des taux d'infestation des ruches côte à côte. On va avoir des lots de ruches qui ont des taux d'infestation assez proches. Donc, bien échantillonner, bien répartir les comptages sur l'ensemble du rucher pour avoir une idée globale et que ça va permettre d'avoir un échantillon un peu plus représentatif. Donc ensuite, une fois qu'on a fait son comptage, donc qu'on a compté sur 3, 6, 9 jours, etc., la formule pour avoir un nombre de varrois par jour, ça va être de prendre le nombre de varrois total sur la période de comptage. Donc imaginons on a 6 varrois 6 varrois qui sont tombés sur 3 jours. Qu'on va diviser par le nombre de jours total du lange sous la colonie, pardon. Donc on va diviser par 3 et donc ça va nous faire une moyenne de 2 varrois par jour. Voilà, on prend vraiment le nombre de varrois total divisé par le nombre de jours et on a notre moyenne de varrois par jour. En sortie d'hivernage, le seuil à ne pas dépasser, c'est 1 varrois par jour. Au-delà, on considère que c'est dangereux, la colonie va avoir un développement du varroa trop rapide et qu'elle ne pourra pas attendre l'été, le traitement d'été pour être traité, qu'il va falloir prendre des mesures avant. Donc, les actions à mettre en place, c'est soit faire un traitement vétérinaire avant la pose des premières hausses, parce qu'aucun traitement vétérinaire n'est permis en présence de hausses. Et sinon, on a aussi la possibilité donc de faire du retrait de couvain de mâle, ce dont nous allons parler juste après. On peut aussi, pour améliorer l'interprétation des seuils et puis aussi pour avoir une meilleure idée de ce qui peut être réalisé, contacter son GDS à ce moment-là. Quand vous avez un taux journalier, vous pouvez contacter votre GDS pour l'en informer et qui vous conseille directement sur ce que vous pouvez mettre en application pour faire baisser ce taux. Donc là, vous avez en fait des graphiques qui vous montrent un petit peu la dynamique de développement du varroa en saison. En fait, à droite, vous allez pouvoir voir que au niveau des abscisses, vous avez en fait donc Au niveau des abscisses, donc vous avez le nombre de jours, voilà, et au niveau des ordonnées, vous avez le nombre de varrois en centaines. En fait, plus vous partez avec un nombre de varrois bas, donc en vert, vous voyez qu'il y a 10 varrois, par exemple, donc c'est vraiment la courbe du bas, plus vous voyez que ce développement, il est lent et très, très progressif, alors que plus on va vers un nombre de varrois au départ de la saison élevé, plus ce niveau de développement, il est élevé et très, très rapide. Faut savoir, c'est qu'une femelle varroa, par cycle de couvain, elle produit entre 2 à 3 femelles fécondées. Donc, ça va assez vite, en fait. Ça se multiplie assez vite. Si vous regardez, par exemple, la courbe jaune, donc pour 100 varrois, on voit qu'au bout d'1 mois, on est parti de 100, on est déjà à 200. En fait, on a déjà multiplié par 2. Et à 60 jours, on est quasiment à 400. Voilà, donc si on part à 10, bien sûr, on a un développement qui est beaucoup plus lent, parce que si on considère qu'on multiplie par 2 au bout de 30 jours, on n'est qu'à 20, et à 60, on n'est qu'à 40. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus lent, et d'où l'importance de partir avec des seuils
faible au printemps. Il y a aussi des facteurs exogènes sur le développement de varroa, notamment la dérive entre colonies. Les colonies se réinfestent les unes les autres. Et puis le pillage, quand on va avoir des colonies qui s'effondrent. Je vous parlais des têtes à poux tout à l'heure, qui sont parfois des colonies plus infestées que les autres. Elles vont s'effondrer avant les autres. Par exemple à partir du mois de mai, juin, etc. Et donc ces colonies-là, elles ont le risque d'être pillées par leurs congénères. Et à ce moment-là, comme vous le voyez sur le graphique du bas, on peut voir qu'il y a une augmentation brutale du nombre de varrois sur une colonie qui était bien partie avec des seuils très bas en début de saison. En fait, il va y avoir une augmentation soudaine parce que c'est ces abeilles pillardes qui vont visiter la colonie en situation d'effondrement, et les varrois, ils sont opportunistes, ils sentent l'effondrement prochain de leur colonie haute et ils s'accrochent aux butineuses, en fait, aux abeilles pillardes. Donc c'est comme ça qu'on a des réinfestations dans les colonies. On va avoir d'autres facteurs exogènes, comme la quantité de couvain produite en saison. Ça va varier en fonction des races surtout. Et puis, en fonction de la météo aussi, plus on a des belles météos, plus on a des quantités de couvain longues et en grande quantité sur la saison. Donc, forcément, ça favorise le varroa. Là, je te laisse la main, Alexandre. Ouais, c'est une petite transition, le temps de rallumer le micro. Je vous remets la présentation et puis je me remets à la bonne page et puis on reprend. Ça permet de faire une petite pause. Alors, et hop. Donc maintenant, on va passer du coup tout simplement à la méthodologie de retrait de couvain de mâle. Donc, on va voir la petite partie protocole et ensuite j'ai Lucien qui reprendra la main pour parler justement des avantages, des inconvénients de la technique. Puis on va aussi vous parler d'une petite observation qui a été réalisée sur le terrain justement par Gwenaël Delamarche, qui est le président de GDS France pour la section apicole. Donc, en ce qui concerne le retrait de couvain de mâle, je vais juste introduire sur le fait de pourquoi cette technique elle est intéressante. Donc, déjà, c'est une technique qui est zootechnique. Donc, tout simplement, on ne va pas avoir de molécules qui vont être insérées dans la ruche. Et rien que ça, c'est déjà un gros avantage de la technique. C'est une technique que l'on réalise généralement de mars à mai, en fonction justement des dynamiques de vos colonies. C'est à ces moments-là justement que la population des mâles, elle augmente naturellement. Donc, pourquoi c'est une technique qui est particulièrement intéressante? Le couvain de mâle, en fait, au travers des phéromones qu'il dégage, va particulièrement attirer la femelle varroa. Euh, le cycle en fait du couvain de mâle est plus long et de ce fait, généralement, il y a plus en fait de femelles qui vont réussir à atteindre le stade de maturité. Vous avez deux schémas sur votre droite. Le premier schéma qui est en haut à droite, vous allez du coup avoir la modélisation de la reproduction de varroa dans des cellules ouvrières. Et en bas à droite, c'est un schéma de reproduction de varroa, mais dans une cellule de mâle. Donc, dans le premier cas, on va voir que la femelle fondatrice, elle va arriver juste avant operculation de la cellule. Donc, voilà où elle est. Ensuite, elle va pondre son premier œuf. Le premier œuf, c'est toujours un mâle. Et ensuite, elle va pondre du coup des femelles. Ces femelles, du coup, à peu près tous les 2-3 jours, vont devoir se faire reproduire par du coup leurs frères pour ensuite devenir matures. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Lucien. Là, par exemple, on voit que finalement, à émergence de la cellule ouvrière, dans le schéma théorique qui vous est présenté, et ben, à la fin, le mâle, tout simplement, il meurt. Mais par contre, vous allez avoir deux femelles matures qui vont émerger justement de ce couvain d'ouvrière.
Et vous allez par contre avoir des femelles qui n'auront pas atteint le stade de maturité. Dans le couvain de mâle, eh ben, comme elle a plus de temps, cette fondatrice, elle va pondre davantage et il y a plus de femelles qui vont pouvoir aboutir à ce stade de maturité. D'où le fait que le couvain de mâle est plus attrayant normalement pour du coup la fondatrice que le couvain d'ouvrière. Donc, en ce qui concerne la méthodologie, étape 1, c'est de prendre un cadre tout simplement adapté. Donc, c'est en fonction de vos objectifs d'apiculteur. C'est possible d'utiliser tout un tas de cadres, tout simplement. Il faut savoir qu'en fait, généralement, un cadre mis dans une ruche qui arrive sans cire gaufrée, dans un premier temps, justement, elles vont faire de la cire, elles vont l'étirer et généralement, elles le remplissent de cellules de mâle. Donc, en fait, tout simplement, vous pouvez utiliser un cadre de hausse et elles vont vous construire justement, par exemple, vos cellules de mâle en dessous si vous décidez de le gaufrer. Vous pouvez prendre un cadre à jambage. Donc c'est pour ceux qui ne visualisent pas un cadre avec une petite jambe de travers. La même chose, elles vont vous l'étirer en cire et puis faire des cellules à mâle ou sinon un cadre à mâle spécifique. Donc là, c'est sur la photo que vous voyez à droite, c'est un cadre assez pratique où du coup, on a la première amorce de cire. Ça arrive dans certains cas justement qu'elle le complète de miel, donc dans une idée justement de production et de retraite cadre à mâle, ça peut être intéressant. Ensuite, du coup, vous avez la traverse en bois qui est ici, qui sépare du coup notre cire gaufrée d'un espace entièrement vide. Et du coup, la dernière traverse qui est en bas, qui permet tout simplement en fait d'éviter qu'elle construise de la cire et qu'elle la colle dans le fond de la ruche. Donc, c'est vrai que vous pouvez utiliser tout un tas de matériel, mais par contre, si vous n'avez pas cette traverse de bois en bas, vous pouvez avoir le risque d'avoir le morceau de cire qui est collé dans le bas de la ruche. Donc après, c'est un peu un souci de praticité, mais on fait aussi avec ce qu'on a, comme on a pu le voir finalement, on a pas mal d'options. Après, tout simplement, en ce qui concerne son introduction, une fois qu'on a défini notre cadre à mâle, on va le placer en bordure du couvain, justement. Donc, c'est ce que je vous disais, l'opération, elle peut se faire de mars à avril. Ça dépendra vraiment du développement de votre colonie. Il faut que votre colonie, justement, quand vous lui proposez une cire gaufrée, que vous voyez qu'elle l'étire, qu'elle soit suffisamment populeuse, suffisamment dynamique. À ce moment-là, vous pouvez lui proposer justement un cadre à mâle que vous allez placer en bordure du couvain. Donc là, par exemple, si on serait sur le schéma qui est représenté au milieu, on pourrait le positionner justement soit à gauche, soit à droite du couvain. Elles vont étirer, elles vont faire de la cire et normalement, la reine va pondre des cellules de mâle. Donc, ce qui est hyper important en fait dans cette méthodologie, c'est de retirer le cadre à mâle avant justement émergence des mâles. Et du coup, qui dit émergence de mâles dit également émergence des varrois qui se sont reproduits à l'intérieur. Donc, globalement, il ne faut pas hésiter à vérifier assez rapidement. On a dit que le cycle du mâle était de 24 jours. Donc, il faut déjà en fait qu'elle produise de la cire, donc qu'elle l'étire et qu'ensuite la reine ponde dedans. Donc, techniquement, si vous vous laissez justement une première observation à 2 ou à 3 semaines, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas émergence des mâles. Par contre, il va falloir être vigilant. Vraiment, n'hésitez pas à regarder assez régulièrement si vous utilisez cette méthodologie-là. Donc, par exemple, mettez-vous un petit rappel. Au bout de 2 semaines de votre introduction, vous allez faire un tour, vous regardez vos cadres à mâle, vous regardez si la cire a bien été étirée, si c'est pondu. Si ce n'est pas encore operculé, vous attendez. Vous repassez quelques jours plus tard et dès que vous voyez que les cellules sont operculées, vous retirez le cadre, vous retirez du coup ce couvain, mais je pense qu'on va le voir dans l'étape suivante.
C'était surtout pour préciser, du coup, attention à la temporalité. Vraiment, soyez vigilants et ne faites pas du coup de l'élevage de varroa en laissant euh, justement vos mâles émerger. Donc c'est ce que je vous disais. Là, vous avez une belle illustration justement d'un cadre à d'un cadre à mâle, comme je vous le disais, où en fait on avait notre petite cire gaufrée qui était en haut. Donc on voit qu'elles nous l'ont complété de miel. Et puis en dessous, du coup, on voit qu'elles ont du coup étiré de la cire, que la reine a pondu des mâles à l'intérieur. Et là, on voit que les cellules, elles sont bien operculées, donc on peut se douter qu'il y a présence de varroa à l'intérieur de ces cellules. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on va, avec un couteau, tout simplement, découper tout ce couvain de mâle. Donc, la cire, elle est récupérable et fondable, mais il faut aller très vite, en fait, comme vous avez comme vous avez tout simplement du couvain. Donc, si vous voulez récupérer la cire, c'est possible, mais il va falloir la filtrer pas mal, et puis il va falloir le faire assez rapidement. Et pour que ce soit réellement efficace, euh, les études nous disent que normalement, il faut faire l'opération 3 fois. Donc, c'est pour ça que je vous dis renouveler l'opération 2 à 3 fois au printemps pour maximiser l'efficacité. Si vous le faites qu'une fois, c'est toujours ça de prix, mais ce ne sera pas normalement suffisant pour casser la dynamique de varroa. C'est vraiment au bout de 3 opérations de retrait de couvain de mâle que vous allez vraiment avoir une dynamique qui va être, euh, qui va être cassée. Et du coup, je vais faire une petite pause et laisser la place à Lucien, mais je vais couper mon micro par la même occasion. Oui, donc je reprends pour les avantages de la technique. Donc les avantages de cette technique, c'est une réduction de la pression du varroa dès le début de la saison. C'est une méthode qui est plutôt, comme vous a dit Alexandre, en début de saison, parce qu'il faut que les abeilles aient envie de produire du mâle. Or, elles n'ont plus envie après juin. Donc, ça va vraiment être de mars-avril à mai-juin. Ça permet d'une diminution du taux d'infestation en fin de saison. Selon la thèse de Wendling, ça peut permettre de diminuer cette infestation de 2 à 3 fois. Moins de risque d'effondrement donc des colonies en saison et une réduction de la mortalité hivernale. C'est une méthode économique et facile à mettre en place. Ça demande juste à avoir des cadres de corps qu'on peut adapter. Et ça améliore les rendements en miel et en cire, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc là, vous pouvez voir en fait un schéma récapitulatif des pesées qu'a pu mettre en place Gwenaël Delamarche, donc cet apiculteur qui a fait cette étude. Donc c'est des pesées qui ont été faites sur des ruches qui ont eu du retrait de couvain de mâle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude a été réalisée en 2016 chez un apiculteur professionnel donc, qui est en conventionnel dans le Morbihan, en Bretagne. Il gère un cheptel de 800 à 1000 ruches. Et donc, en étant conventionnel à l'époque, il traitait en été avec Apivar, avec une rotation sur l'apistan. Et il avait en moyenne 15% de pertes hivernales. Donc, il voulait faire baisser ce taux. Et il a cherché à mettre en place sur son exploitation une méthode de lutte alternative aux produits chimiques, voilà, en complément du traitement d'été. Il a souhaité tester la méthode du retrait de couvain de mâle donc sur un nombre de ruches assez important à l'échelle de son exploitation pour déterminer 2 choses, les coûts engendrés et les gains concrets qu'il allait en retirer. Donc les coûts en matière de temps, voilà, de manutention, etc. Et les gains concrets, c'est-à-dire la production de miel et la production de cire. C'est un test qui a été mis en place sur 2 lots de ruches, de 200 ruches à chaque fois. Donc un lot n'avait pas de retrait de couvain,
C'était le groupe 1 que vous pouvez voir en fait dans les petits tableaux à droite. Vous voyez, il y a à chaque fois les colonnes groupe 1 et groupe 2 qui sont détaillées. Et donc l'autre avec du retrait de couvain de mâle. Alors, il a effectué 3 retraits de couvain avec en moyenne 21 jours d'attente entre chaque retrait. Et il a observé une diminution déjà visuelle dans les cellules de mâle du nombre de varrois entre le premier retrait et le troisième. Donc, ce qu'on peut voir en fait sur le tableau du haut, enfin à droite en haut, c'est la différence de moyenne pour les 2 groupes de ruchers au printemps. Donc, sur la première ligne, vous allez avoir le printemps 2015, qui est l'année référence sans retrait de couvain pour les 2 ruchers, pour les 2 groupes. Donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence de production. C'était des ruchers qui étaient assez équivalents en termes de mielée locale. Il n'y avait pas de grosses mielées sur l'un et pas sur l'autre. L'âge des reines était équivalent. C'était des colonies qui avaient la même force. Il a essayé vraiment d'avoir un test qui soit le plus viable possible. Donc, il a pris des ruchers qui se ressemblaient. Et donc, on voit que ces 2 ruchers ne produisent pas beaucoup plus de miel d'une année sur l'autre en fonction de l'emplacement. En tout cas, il n'y a pas de différence. Donc l'année 2015, c'est l'année de référence sans retrait de couvain de mâle, et l'année 2016, c'est l'année où du coup le groupe 1 n'a pas de retrait de couvain de mâle et le groupe 2 a un retrait de couvain de mâle. Donc, il met en place son retrait au printemps et il regarde un petit peu les moyennes produites sur le printemps. Et donc, il constate en fait qu'il n'y a pas d'augmentation de la quantité de miel produite. Par rapport à l'année référence 2015, on est à peu près sur la même différence, le même écart entre les 2 ruchers. On est à 0,6 kg par ruche, en plus pour le groupe 2, donc le groupe avec retrait de couvain de mâle. Mais l'année d'avant, ça n'avait pas. Il y avait à peu près la même différence sans retrait de couvain de mâle. Donc, sur le printemps, en tout cas, il n'observe aucune différence. Par contre, c'est vraiment avec la mielée d'été que là, il va observer une grosse différence. Donc, pareil que sur le tableau du haut, on voit l'année de production en 2014 avec une différence de moyenne à la ruche qui est équivalente. On a 0,3 kg de plus. 0,5 en 2015 et en 2016, donc l'année où il a mis son retrait de couvain de mâle, on observe donc une moyenne à la ruche de 2,1 kg. Donc après retrait de ces 0,5 kg en fait, qui était en fait, lui considérait que le rucher était peut-être un peu mieux situé, avait une meilleure disposition à faire du miel, une meilleure flore aux alentours. Donc il a retranché à ces 2,1 kg déjà 0,5 kg par rapport à l'emplacement du rucher. Donc en fait, on était sur 2,6, mais il a corrigé pour vraiment enlever ce facteur environnement. Sur le graphique de gauche, donc on voit vraiment les pesées et en fait vous avez le détail du moment en fait où le retrait de couvain de mâle est effectué et la dynamique qu'il y a juste après. Et en fait, à chaque fois, il observe dans le poids de ses ruches une dynamique à la hausse. Donc lui, il a interprété comme quelque chose de favorable, comme quoi le retrait de couvain de mâle aurait une incidence positive sur la production de miel immédiatement après, quoi. Ensuite, donc lui, ce qu'il en a déduit, c'est que le retrait de couvain de mâle, ça avait une incidence sur les colonies les colonies infestées, que ça faisait baisser le nombre de ruches non-valeurs, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des ruches, selon lui, qui avaient un taux d'infestation suffisant pour ne pas faire de miel durant la saison, et qu'en faisant un retrait de couvain de mâle, ces colonies devenaient productives dans la moyenne. Sans être excellentes, ça les rendait productives, quoi. Donc ça augmentait en fait le nombre de la production à la ruche globale. Alors, on peut passer à la suivante. Donc les inconvénients de la technique, c'est que c'est une technique qui est quand même chronophage, parce que ça demande de passer sur les colonies exprès si on n'a pas autre chose à faire à ce moment-là. Donc ça nécessite une bonne organisation. Ça demande une rigueur indispensable parce qu'il y a un calendrier, donc un oubli du retrait avant émergence des mâles peut aggraver l'infestation. On peut se retrouver à multiplier les varrois, comme disait Alexandre. C'est quand même un travail physique aussi, surtout avec la présence de hausse.
parce que si on pose, par exemple, ces cadres à mâle au 15 mars ou au début avril, quand on va repasser 21 jours après, donc on aura déjà au 21 avril une première hausse, et encore 21 jours après, cette première hausse sera pleine et potentiellement il y en aura peut-être une deuxième. Donc tout ça, c'est de la manutention et c'est à prendre en compte aussi dans la méthode. Et puis, ça ne remplace pas les traitements, ça ne remplace pas le traitement d'été notamment. C'est une méthode de lutte complémentaire au traitement d'été et ça peut permettre de ne pas faire d'acide oxalique en hiver. Par exemple, pour ceux qui auraient peur d'ouvrir les ruches et de créer un refroidissement du couvain en hiver, ça peut être une bonne alternative à l'acide oxalique en hiver euh, voilà, pour s'en passer. Passer s'il te plaît à la suivante, Alexandre. Et donc, en conclusion, on dira que c'est une méthode efficace pour limiter la progression du varroa dès le début de saison. Donc, d'où l'importance de faire des comptages en début de saison pour estimer si c'est critique et si vos colonies vont pas tenir jusqu'au traitement d'été. C'est une pratique accessible et peu coûteuse, donc, qui demande rigueur et organisation. C'est un outil complémentaire qui ne remplace pas les traitements d'été, qui permet de réduire la pression parasitaire. Cette technique elle a un impact positif sur la santé des colonies en favorisant leur développement et leur productivité. Pour ceux qui veulent faire plus de miel, voilà. À la ruche, en tout cas, on peut avoir des colonies de plus grande valeur parce que qui font une meilleure quantité de miel à la ruche. Pour rappel, il faut bien dire quand même que c'est une méthode qui demande une anticipation et un suivi rigoureux du calendrier. C'est essentiel pour garantir l'efficacité de cette méthode. Merci de votre attention. On va arrêter le partage. En tout cas, bah, merci beaucoup Florian et Lucien de m'avoir accompagné dans cette présentation-là. Et puis, je pense qu'il y a dû avoir pas mal de questions qui se sont posées dans le chat en parallèle. Donc, on va essayer de prendre le temps d'y répondre. Pour autant, on va essayer de cadrer un peu les choses. Dans les alentours de 19h30, 19h35, 40, on prendra les dernières questions. Euh, on espère en tout cas que la présentation a été claire. Donc, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à le mettre soit dans le chat, soit dans la partie questions-réponses, et on va essayer d'y répondre petit à petit. Est-ce que Floriane, tu as détecté déjà des interrogations particulières dans le chat? Alors, il y a effectivement quelques interrogations. Il faudrait que je reprenne depuis le début. Euh, Alors, je vais reprendre les questions depuis le début. Donc, il y a un apiculteur qui demandait s'il était judicieux d'effectuer la visite de printemps lorsque la météo est favorable en journée, mais la nuit entre 0 et 2 degrés, par exemple. Et les risques sur le couvain. Est-ce que tu veux apporter la réponse tout de suite? Ben, j'avais répondu par écrit, mais pour ceux qui l'ont pas vu, je préconisais que la température doit dépasser les 15 degrés pendant au moins 3 jours consécutifs avant la visite et que les températures nocturnes, du coup, doivent être d'au moins de 8 à 10 degrés sur la même période. Je rajouterais juste que si dans la journée, finalement, il fait 15 degrés sur 4-5 heures, essayez de ne pas vous y prendre trop tard. Prenez-vous-y le plus tôt possible pour que les abeilles elles puissent se réorganiser. Vous allez déplacer les cadres, vous allez les regarder. Les abeilles, elles vont potentiellement chuter. Il faut qu'elles puissent se réorganiser en grappes, surtout si les soirées sont un peu fraîches. Donc, essayez de le faire le plus tôt possible. Euh, Ensuite, on avait une question sur que faire des cadres d'anciennes ruches bourdonneuses, fin de colonie mais sans maladie. Lucien, tu veux apporter réponse? On va essayer un peu de se partager tout ça.
Eh ben, là, le cas des cadres bourdonneux, ça peut. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux les secouer et puis surtout détruire les cadres, parce que si c'est du couvain de mâle, potentiellement, il peut y avoir donc des larves et des nymphes mortes. Donc, sanitairement, c'est pas terrible. Je pense qu'il vaut mieux tout fondre et puis désinfecter les cadres. Si ensuite il y a des cadres secs avec de la cire claire qui n'ont pas de couvain, on peut à la limite les stocker dans un endroit aéré et les réutiliser s'il n'y a pas de maladie dans le couvain. Mais pour tout ce qui est avec encore du couvain, des nymphes, des larves, tout ça, il vaut mieux tout fondre pour éviter les pathogènes possibles dans ce couvain, quoi. Il doit être bien moisi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je. Je Je te suis rejoins. d'accord. Ouais, Je suis je te d'accord rejoins. aussi. Il y avait Christophe qui nous demandait si vous pourriez disposer du webinaire après la session. Donc, je vous le redis ici. Oui, effectivement, toutes les personnes qui sont inscrites, vous aurez le webinaire en rediffusion dès que j'aurai le temps de le publier sur YouTube. Aucun souci là-dessus, vous recevrez un petit mail. Hum, Donc là, tu as répondu. Hum. Combien de varrois sont acceptables sur l'anche tous les 3 jours? Donc ça, il me semble que il y a Jean-Luc du coup qui y a répondu aussi. Donc c'est un varrois par jour, hein. Lucien, il parlait tout à l'heure des taux. Techniquement, on est même sur là, c'est le seuil critique, un varrois. Idéalement, on est même sur 0,5 varrois, pour vous dire. Euh, Alors, dans une ruche, 10 cadres. Bonjour, combien de cadres à mâle dans une ruche, 10 cadres? Un ou deux? Merci. Lucien, je vais te laisser répondre à celle-ci, si tu veux. D'accord. Bah, c'est un, du coup, hein, ça suffit, un. Il n'y a pas besoin de plus qu'un. C'est déjà un gros effort qu'on leur demande, qu'on demande à la colonie de bâtir toute la cire et à la reine et aux ouvrières de nourrir toute cette quantité de mâles. Parce qu'il faut savoir que les mâles sont plus gros, mais du coup, ils mangent beaucoup plus. Ils ont un apport protéiné plus important, besoin de protéines plus important. Donc, plus de pollen. Et donc, sur la méthode, en tout cas classique, réalisée par Gwenaëlle de la Marche et qu'on recommande, c'est un cadre par ruche, mais répété par contre au moins 2 à 3 fois pour avoir un impact en fin de saison, quoi. Au top. J'ai une question de Illy14, mais peut-être que vous pourrez la reposer après. Quel est l'impact sur la fécondation des rennes? Euh, Comme vous avez posé la question à 19h13, je pense que vous parlez de l'effet de la fécondation des reines par rapport au retrait de couvain de mâles. Est-ce que justement, le fait de retirer des mâles, il n'y aurait pas un impact sur la fécondation? Il me semble, si je peux répondre à celle-ci, que Gwenaël n'a pas remarqué de problématique par rapport au retrait de couvain de mâles. Il en reste suffisamment pour bien féconder les reines, mais peut-être que Floriane ou Lucien, vous avez d'autres échos? On pourrait ajouter que le varroa a tendance à préférer le couvain de mâle, comme ça a été dit. Et au début du printemps, les varroas ont tendance à s'accumuler dans les cellules de couvain, notamment dans les cellules de couvain mâle, ce qui peut causer des problèmes de fertilité chez les faux bourdons qui ont été impactés. Et donc, retirer le premier couvain de mâle, ça peut permettre aux bourdons qui vont venir après d'être plus sains en raison d'une charge en varroa plus faible. Et donc d'avoir peut-être une meilleure fécondation des reines. Oui, c'est sûr que bah, tu as totalement raison, hein, Floriane, hein. Si c'est pour élever des mâles en fait, qui sont totalement impactés par varroa, ce ne sera pas des mâles très efficaces, hein. Une autre question sur le nourrissement, cette fois-ci, sur les colonies avec du sirop. Si elles manquent de réserve, est-ce que c'est possible? Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Effectivement, c'est possible de faire un nourrissement
au sirop, mais il faut se montrer assez vigilant parce que ça les stimule. Et comme on est sur un moment de saison un peu incertain, si vous êtes sur une saison comme 2024 où vous avez du mauvais temps sur la durée, vous allez stimuler des abeilles qui ensuite ne pourront pas sortir, qui seront du coup, qui feront des colonies très populeuses et qui consommeront donc beaucoup. Et vous allez passer votre temps à les nourrir parce qu'elles ne seront pas en mesure de sortir. Donc, le jeu de la stimulation, moi, je trouve qu'il est à double tranchant. Euh, vous voulez peut-être compléter, Floriane et Lucien, sur ce sujet? Voilà, sur ce point, je suis d'accord avec toi. Après, il y a la question du sirop. Est-ce que c'est un sirop de stimulation ou un sirop d'amassage? Donc, si c'est un sirop de stimulation 50-50, c'est un sirop qui est vite consommé. Il n'y a pas il y a pas d'amassage dans les cadres et ça stimule la ponte. Donc, pas de risque d'en trouver voilà, dans les hausses. Si c'est un sirop lourd, donc 70-30, là, le risque, c'est qu'elle l'amasse et aussi que quand vous posez les hausses et que la mielée commence, euh, elle commence aussi à monter le sirop en fait dans la hausse. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir aussi des miels parfois qui ont du sirop, qui se retrouvent avec du sirop en fait involontairement dedans, quoi. Bien faire attention à ça, quoi. Totalement. Avant de passer aux questions suivantes, je préviens juste Nadezda et Hidalgo, je vois que vous levez la main. On n'ouvre pas les micros, sinon ça va devenir le bazar. Il vaut mieux poser vos questions à l'oral. Et sinon, on ne peut pas faire des traitements préférentiels. Les seules personnes à qui on pourrait ouvrir les micros, c'est s'il y a des vétérinaires dans la salle, par exemple, ou d'autres techniciens sanitaires apicoles, ou d'autres homologues qui veulent ajouter des détails. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, mais sinon, ça risque d'être un peu le bazar, malheureusement. Donc, vaut mieux, si vous avez des questions, les mettre dans le chat et on essaiera d'y répondre du mieux possible. Une autre petite question sur la taille du couvain de mâle, ou plutôt je pense, de la taille qu'on donne en fait pour le couvain de mâle, pour le retrait. Est-ce qu'elle peut être réduite du coup à un quart d'un cadre de ruche? Donc avoir au-dessus de la production, de la réserve ou du couvain d'ouvrière et avoir du coup la petite partie de retrait de cadre à mâle sur seulement un quart. Puisque vous avez moi, je ne saurais pas trop y répondre à cette question personnellement. La question, c'est l'impact que ça aura sur la ruche, enfin, sur la population de roi, quoi. Est-ce que ça va vraiment avoir la même efficacité que si on fait un tiers de couvain d'abeilles et deux tiers de couvain de mâle, quoi. Après, ça demanderait à être étudié, justement, mais euh, il n'y a pas, en tout cas, de données là-dessus disponibles. Donc, c'est pas possible de donner une réponse, quoi. Après, sur les surfaces de couvain de mâle, en fait, quand on est sur un cadre de hausse, on est plutôt sur un demi-cadre de corps en couvain de mâle, un demi-cadre de corps en couvain de mâle, alors que quand on fait un cadre à jambage horizontal, on est plutôt sur deux tiers de couvain de mâle. Donc là aussi, il peut y avoir des variations. C'est pas scientifiquement, il n'y a pas les centimètres qui sont donnés scientifiquement sur la surface exacte de couvain de mâle qu'on veut. Donc, vaut mieux un peu plus qu'un peu moins. Et un quart, c'est peut-être trop peu. Peut-être partir sur au moins la moitié avec un cadre de hausse que sur un quart où là, on va être sur quelque chose de peut-être trop peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Floriane, tu as déjà vu quelqu'un faire ça, entendu quelqu'un faire ça? En général, les apiculteurs que je croise et qui pratiquent la méthode utilisent un cadre à jambage, donc qui coupent directement le cadre en deux, mais j'ai quelques apiculteurs qui mettent même un cadre entier. Ok. Mais en ce qui concerne les résultats, je n'ai pas de chiffres précis sur l'efficacité de la portion de cadre utilisée pour les mâles. À expérimenter en soi, hein, c'est Voilà. un sujet à expérimenter. Euh, Lorsqu'on renouvelle les cadres et que les cadres de rive ont déjà du miel,
que fait-on des cadres? Les laisse-t-on piller? Assez délicat comme question. Assez délicat. Est-ce que vous auriez une réponse assez précise à apporter, Florian et Lucien, de votre côté? Ben, je pense que ces cadres-là, on peut soit les réutiliser si la ruche est saine, attention, les utiliser dans une ruche faible pour essayer de la booster un petit peu, ou alors on laisse piller pour récupérer le cadre bâti qui pourrait peut-être être utilisé en fin de saison lorsque la colonie manquera peut-être d'un cadre et où elle ne sera pas en mesure de rebâtir des cadres. Sinon, on peut les stocker en attendant leur utilité dans un endroit plutôt sec et aéré à l'abri de la fausse tannée. Et j'ajouterais que si vous avez des cadres de miel où il n'y a pas de couvain encore et que vous voulez vous en débarrasser, suffisamment tôt, là, autour du 15 mars, vous pouvez gratter le miel, gratter vraiment la cire avec le miel, quoi. Et en fait, ça va les obliger à consommer le fait de désoperculer comme ça le miel. Et elles vont consommer les cadres. Vous grattez vraiment toute la surface où vous avez du miel et vous repassez 4-5 jours après, elles auront déjà consommé une grande partie. Mhm. Donc ça peut un peu aussi les obliger à consommer et à se débarrasser de ces vieux cadres que vous pouvez sortir une fois vite, quoi. Ouais, par contre, si vous n'avez jamais fait de la rotation au niveau des cadres et que vos cadres sont absolument noirs, dans ces cas-là, autant tout jeter. Ouais, c'est ça qui est délicat sur Mhm. des très vieux cadres. Vaut peut-être mieux quand même éviter le pillage, hein, pour le coup. Euh, alors là, on avait du coup Bertrand qui réagissait, je pense, par rapport du coup à la durée justement pour laisser ce fameux cadre à mâle. Du coup, 24 jours, ok. Vous oubliez de préciser que le développement des colonies varie selon les ruches et les ressources et ne mettent pas toute la même durée pour cirer et pondre du mâle. Mhm. Il s'installe du coup un décalage entre les colonies dans les gros ruchers. Là, cela devient difficile de suivre l'operculation du couvain de mâle. Quelle solution proposez-vous dans cette situation? Donc effectivement, hein, ça reste de la théorie, hein, le fait que bah, là, pour le coup, vraiment, à partir du moment où c'est pondu, ça va mettre 24 jours. Mais comme vous le disiez, Bertrand, forcément que en fonction de la dynamique de la colonie, elles vont pas mettre le même temps en fait à étirer, à faire et à étirer la cire pour que la reine puisse pondre dedans. Donc en fait, il n'y a pas non plus de solution miracle par rapport à ça. C'est un peu l'expérience finalement qui nous apprend à comprendre les dynamiques de nos colonies. Et en fait, il faut rester juste vigilant. Moi, ce que je préconiserais comme solution justement, c'est de passer assez régulièrement pour voir l'état en fait du cadre. Quand est-ce qu'il est étiré? À partir du moment où il est étiré, si on voit que la reine n'a pas encore pondu dedans, mais que ça a mis une dizaine de jours, eh ben, pas de souci. On sait que grosso modo, s'il n'y a pas de ponte dedans, on peut encore patienter 3 semaines avant de passer pour découper le couvain de mâle. Il faut juste, je pense, être assez vigilant et assez logique là-dedans. On vérifie de temps en temps, on regarde l'évolution de comment la cire est étirée et puis on s'adapte en fait. Mais il n'y a pas de solution miracle, effectivement. Il y a une question qui rejoint un peu, mais qui est quand même différente. C'est une dame qui dit qu'elle a fait une visite, donc sa visite de printemps aujourd'hui. Elle a vu une visite donc d'une ruche faible, pas de reine en vue, couvain presque absent, mais quelques larves et une cellule royale non fermée en construction. Bonne activité tout de même et colonie sur 5 cadres. Donc s'il y a une cellule royale non fermée en construction, on peut supposer que la reine est quand même soit morte soit s'il y a un problème. Après, c'est la question de la force de la colonie. Sur des colonies trop faibles, il y a parfois besoin d'attendre un certain temps pour que la colonie se renforce. Avant d'intégrer le cadre à mâle, il faut, comme vous utilisez, Alexandre, au moins avoir 3-4 cadres de couvain pour qu'elle puisse le prendre en charge, etc. Parce que construire la cire, élever du mâle, etc., ça demande beaucoup de ressources en miel et en pollen. Donc, c'est pas une méthode sur des colonies qui sont faibles en début de saison,
Et quand je dis faible, c'est un cadre de couvain, deux cadres de couvain, très peu d'abeilles, un couvain mosaïque, etc. C'est pas c'est potentiellement des colonies qui sont des non-valeurs en fait. Et donc, c'est pas une méthode qui sera applicable sur ce type de colonie, quoi. C'est parfois il y a plus rien à faire, quoi. Sur certaines colonies trop faibles, c'est vraiment le cas de la non-valeur où ouais, on va pas renforcer sinon en abeille et en couvain, mais encore faut-il être sûr d'avoir une reine en capacité de pondre dans sa ruche. Or, s'il y a une cellule etc., c'est quand même qu'il y a sûrement pas de reine, parce qu'à cette saison, elles font pas de cellules pour essaimer. Et donc, voilà. Ouais, totalement. J'étais en train de réfléchir. En fait, pour l'introduction aussi des cadres à mâles, vous pouvez vous fier en fait tout simplement lorsque vous allez voir que ça commence à rentrer de manière assez dense en nectar. Bientôt, dans beaucoup d'endroits, vous allez peut-être avoir le colza qui va arriver en fleurs. À partir de ce moment-là, vous allez avoir une dynamique qui va être extrêmement forte. Donc, en fonction aussi de votre environnement et des premières mielées un peu plus importantes, donc vous connaissez votre environnement, vous savez à peu près généralement quand ça miel, vous pouvez aussi commencer tout simplement à introduire des cadres à mâles. À ce moment-là, elles auront assez de facilité en fait à vous étirer les cires à partir du moment où le nectar va être abondant. Il y a une question sur la ruche RBC. Est-ce que c'est le même principe? Alors moi, je connais pas du tout ce modèle de ruche. Des basses consommations, ouais, il y a déjà des webinaires qui traitent de ce sujet-là et je pense qu'on va réaliser un webinaire dédié sur la ruche basse consommation justement dans l'année. Je pense que peut-être que Floriane, toi, tu as déjà des informations, mais moi, en tout cas, je m'estime pas suffisamment connaisseur pour vous en parler. Non, je suis un peu dans le même cas que toi pour le moment, mais je suis sûre d'une chose, il faut absolument que le cadre à mâle soit mis au contact du couvain. Sans quoi elles vont le remplir avec des réserves, mais pas du couvain. Il faut garder en fait l'homogénéité du couvain. Donc ça, c'est très important. Hmm. Alors, il y a pas mal de questions qui se posent au fur et à mesure. J'en profite juste pour revenir parce qu'il me semble que quelqu'un disait qu'il avait le même cas justement que celui qu'on a exposé avant avec la cellule royale. Ça peut être vraiment intéressant de réaliser un comptage, comme vous a expliqué Lucien tout à l'heure, pour déjà euh, bah, avoir une information sur la présence de varroa ou non. Peut-être qu'après, c'était aussi une vieille reine et qu'elle a fini par mourir. Mais ça peut être une bonne solution déjà de savoir en fait si du coup il y a forte présence de varroa dans votre colonie. Et c'est pas avec le sujet du webinaire, mais si c'est en train de faire un remérage naturel, il y a peu avoir opportunité de réaliser un dégoûtement à l'acide oxalique en fait, puisqu'il y aura plus de couvain, tous les varrois seront en phase de phorésie et ça peut être une opportunité justement de, de remettre la ruche entre guillemets un peu plus propre. Pour autant, c'est vrai qu'en ce début de saison, il n'y a pas encore beaucoup de mal, donc on peut se poser quand même la question de est-ce que la reine du coup va réussir à bien se faire féconder? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Floriane et Lucien. Je suis d'accord. Rien à ajouter. Ouais, aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question sur l'eau de Javel. Quel est le pourcentage de la Javel à utiliser ainsi que le ratio eau froide eau de Javel? On vous a mis le détail dans le PowerPoint. Je vous ai mis une fiche technique pour l'eau de Javel.
Du coup, quand on vous donnera le PowerPoint, vous aurez le document technique. Je peux mettre le lien directement dans la conversation éventuellement. Ensuite, on a... Vas-y. Vas-y, je t'en prie, Lucien. Non, vas-y, je t'en prie. Pratiquez-vous le retrait partiel ou total du couvain d'ouvrière en cas de mauvais couvain affaissé avec charge varroa dans la colonie? Alors, tu veux répondre, Floriane? Si vraiment la charge en varroa est trop importante dans la colonie et qu'on a déjà des signes de varrose, alors je tenterai une pratique de retrait total du couvain. Dans le cas contraire, j'essaierai plutôt une méthode de lutte biotechnique ou un traitement vétérinaire. Ça va vraiment dépendre du niveau d'infestation, je pense. Et de la période de l'année à laquelle ça arrive, parce que certaines interventions sont plus faciles en début de saison que un peu avant la mise en hivernage. Ouais. Donc Oui, c'est un sujet un peu mielée. complexe. Mais si c'est en période de mielée, c'est toujours mieux de faire un retrait de couvain pour qu'elle puisse repartir sur des cires neuves, rebâtir, etc. Et ça va aussi dépendre du coup de la force de la colonie. Si on n'a vraiment plus beaucoup d'abeilles, elles n'auront pas la force de repartir sur des cires neuves ou même bâties, ça va être compliqué. Si par contre vous avez une belle colonie mais très infestée, il y a peut-être moyen, comme tu disais, au bon moment, à la bonne période au printemps, là, quand ça va commencer à mieler fort, d'enlever le couvain et de remettre des cires pour qu'elles repartent toutes débarrassées de varroa, quoi. Et puis peut-être faire un acide oxalique si vous voyez avec votre vétérinaire la possibilité de faire un dégouttement. Ça, mais il faut voir avec votre GDS du coup. Je pense qu'on peut se laisser encore une dizaine de minutes si ça vous va, Floriane et Lucien. Je vois qu'il y a quand même pas mal de questions. Mais par contre, voilà, dans une dizaine de minutes, je pense qu'on va mettre quand même fin à la conférence. On déborde un petit peu, mais voilà. Comment désinfecter ses gants d'une ruche à l'autre? Floriane, si tu veux l'évoquer. Il y a la possibilité de de la javel, pardon, en gardant à l'esprit que l'efficacité de la javel se fait au bout de 10 minutes. Sinon, il y a le gel hydroalcoolique, en gardant à l'esprit que le gel hydroalcoolique, il y a un écho, n'a pas d'efficacité sur les spores de loques ou d'ascosphéros, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à mettre en place, mais voilà. Vous avez d'autres méthodes? J'ai rien à rajouter, c'était parfait. Ce que tu as dit. Alors, comment être invité à des prochains webinaires vraiment très intéressants? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, là, pour la région Pays de la Loire, j'ai envoyé tous les webinaires à tous les déclarants. Là, je parle que de notre région, mais en fait, on est en cours de création justement d'un programme de webinaire et de formation mensuel. Et de ce fait, par moment, en fait, ça va être accessible à tous les déclarants, peut-être 2 à 3 webinaires par an qui seront accessibles à tous les déclarants. Et par contre, le reste des webinaires seront accessibles qu'aux adhérents, justement, des structures départementales. Euh, donc, si vous êtes adhérent à votre structure départementale, votre GDSA, votre ASAD, il n'y aura aucun souci. Vous aurez à chaque fois l'invitation au webinaire. Et puis après, on s'invite aussi un peu interrégion. Donc là, pour le coup, il y a eu ce petit échange-là. Je pense que ça a vocation à être de plus en plus souvent le cas. Euh, donc voilà, ça dépendra aussi un petit peu de cette dynamique-là. En tout cas, ça fait plaisir de voir que les apiculteurs sont intéressés et en redemandent. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le prochain webinaire, pour ceux qui sont encore là, on va traiter de la gestion de varroa sur les essaims.
C'est une formation qu'on a déjà fait l'année dernière, mais on l'a améliorée. On a encore des choses à dire dessus. Donc normalement, pour le mois d'avril, on va parler du coup de gestion de varroa sur les essaims, notamment méthodologie zootechnique, pour pouvoir avoir des périodes hors couvain et faire des traitements à base d'acide oxalique. Et puis je pense qu'en termes de questions, on est pas mal ici, mais on n'a pas regardé l'onglet questions-réponses. Donc je m'inquiète un peu qu'il y ait pas mal de questions aussi de ce côté-là. Euh, Il n'y en a pas trop, ça va. alors, la méthode des cadres ramal n'est à utiliser que si on a au moins un varroa par jour. Vous pouvez l'utiliser en toutes circonstances, hein, je pense, hein, ça vous permet vraiment de bien réguler votre pression. Après, effectivement, si vous avez plus d'un varroa par jour, c'est une méthodologie intéressante pour faire baisser la pression. Il faudra quand même effectuer un comptage après, histoire d'être sûr que bah, le retrait vous a permis de remettre la colonie dans les clous, hein. Oui, et quand on fait cette méthode, ça peut être intéressant de désorperculer à peu près 200 cellules pour voir combien de cellules étaient réellement infestées. Et s'il y en a plus de 15%, alors la technique valait vraiment la peine, voire l'utiliser peut-être une seconde fois. Ensuite, on a Philippe qui nous demande, peut-on dire qu'il vaut mieux enlever le couvain mâle trop tôt que trop tard? Lucien, tu veux répondre? Eh ben, trop tôt, ça voudrait dire que par exemple, on n'a pas une surface de couvain qui est entièrement operculée, c'est que partiellement operculée. Donc, si vraiment on n'a pas la possibilité de revenir 2, 3 jours après pour attendre l'operculation totale, oui, il vaut mieux, oui, je pense, pas prendre de risque. Effectivement, si on peut repasser qu'une semaine après et qu'il y a un risque d'émergence des premiers mâles. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut bien se caler sur le calendrier. En partant d'une moyenne de 21 jours, je me disais qu'on pouvait se dire, si c'est le samedi qu'on le pose, bah, c'est un samedi qu'on le lève après, quoi. Et si c'est pas le samedi, ça peut être le dimanche. On a 24, 48 heures pour voilà, jouer sur le temps. Mais ouais, ça demande quand même, c'est vrai, si c'est répété sur 3 fois, d'avoir quand même prévu dans son planning de passer à peu près tous les 21 jours. Et donc, ça peut être contraignant. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh. Il Je suis vaut mieux entièrement trop tôt d'accord. que trop tard, oui. Totalement, totalement d'accord. J'ai des colonies mortes apparemment dues au varroa, pas de traitement l'été dernier. Il reste du miel et du pollen moisi sur les cadres, puis-je les réutiliser telles quelles, nourriture, ruchette? Floriane, est-ce que tu veux répondre à celle-ci? Si le pollen a moisi, j'éviterais de réutiliser ces cadres-là. Je n'irai pas forcément plus loin non plus. Après, en ce qui concerne le miel, il faut vraiment être sûr qu'on ne soit pas sur de la loque américaine pour transmettre des pathologies par le miel. Après, si on est sûr que c'est un effondrement varroa, admettons, mais c'est risqué. C'est pas forcément ce que je recommanderais comme ça de prime abord. Oui, puis si le pollen a moisi, c'est qu'il y avait un taux d'humidité assez important, donc à Puis titre si c'est personnel, du, j'éviterais. Mm. ouais, si c'est du miel aussi de miela, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, aussi à éviter par exemple. Des cadres cirés l'an dernier et non utilisés, il me semble sec. Est-ce que les abeilles vont arriver à étirer ou je ne les utilise pas? Pour moi, c'est pas un souci. Elles vont quand même s'en servir comme support en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour ce que j'ai observé, elles ont l'air de les réutiliser sans trop de soucis. Tu as vu détecter des choses, toi, Lucien, là-dessus, sur des cadres qui ont été tirés l'année dernière et qu'elles n'arriveraient pas à étirer ou qu'elles prendraient pas?
Ah, il y a eu un problème, ça peut être un problème de cire, mais ça, enfin, faut essayer cette année, voir si cette année elle le prendrait. Euh, Parce que bon, il y a des problèmes, il y a eu des problèmes de cire il y a quelques années, de cire contaminée, donc ça peut être ça, mais peut-être pas tout de suite crier au loup, réessayer, c'est peut-être la colonie qui n'avait pas envie de bâtir, qui n'était pas assez forte, ou où il n'y avait pas les bonnes conditions météo, pas de mielé, pas de voilà. Donc réessayer et puis voir ce que ça donne, peut-être. Peut-on reposer tout de suite le cadrage en bâche après l'avoir vidé du couvain de mâle? Réponse très rapide, oui, oui, bien sûr. Dès que vous découpez votre couvain de mâle, vous pouvez disposer en fait le cadre directement. Peut-être que ce qui est important à voir à ce moment-là, c'est que elles auront peut-être fait du couvain aussi en dehors. Donc peut-être resserrer le couvain et le mettre encore en périphérie du couvain. C'est surtout ça qu'il faut observer, c'est où on le place. Mais vous pouvez le réintroduire directement. Au contraire, c'est même conseillé, c'est ce qui est conseillé en fait. C'est ça. Hein. D'utiliser le même cadre. Voilà, on découpe et on remet tout de suite, quoi. Est-ce que la température a une incidence sur le comptage du varroa? Peut-on compter sous les 10 degrés? Ça dépend de la méthodologie, mais si vous voulez un peu préciser, Floriane ou Lucien. Oui, j'avais répondu à cette question juste en dessous. Donc, ça dépend de la méthode de comptage. Avec la méthode du comptage des chutes naturelles sur l'ange graissé, ça pose aucun problème en termes de température. Par contre, si vous utilisez la méthode de comptage des varrois phorétiques, là, il faut ouvrir la ruche, prélever les abeilles de préférence sur le couvain. Et dans ce cas-là, 10 degrés, c'est pas possible. Et juste en dessous, il y avait une question ensuite. N'y aurait-il pas moins de chutes naturelles en dessous d'une certaine température? Je dirais que non, parce que les varrois évoluent dans la ruche qui, elle, est maintenue à peu près autour de 35-36 degrés. Et c'est les chutes naturelles. Donc, les chutes naturelles, c'est les morts naturelles des varrois qui ne va pas forcément dépendre de la température extérieure. Ça peut être des chutes naturelles dues à l'épouillage des abeilles ou de temps en temps, un varroa qui trébuche, ça arrive aussi. Donc, je pense pas que les températures extérieures aient un réel impact sur le nombre de varrois qui chutent sur les langes. Peut-être une dernière question et après on va s'arrêter là. Ça a été posé sur deux éléments différents. C'est que faire du coup de la javel après utilisation et on avait un peu la même question en fait pour la soude. Donc une fois qu'on a traité nos ruches, nos plateaux, que faire du coup avec cette javel et cette soude utilisée? Alors pour la javel, lorsqu'elle est fortement diluée avec de l'eau, il est possible de la vider directement dans l'évier. La soude, je suis un peu moins sûre parce que en plus je ne l'utilise pas, mais il est possible de neutraliser la soude avec un mélange d'eau et de vinaigre. Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas non plus de problème à la vider dans l'évier. Ben écoute, moi ça me semble parfait. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter un petit mot de la fin, Floriane et Lucien. Merci à tous d'avoir participé. Oui, merci, oui. Ouais, ça a été un super beau webinaire. Je ne sais pas combien de personnes ont été présentes, mais il me semble qu'on a presque atteint 350 ou 400 personnes. Je ne sais plus exactement. 421. Combien? 421 d'après le relevé que je viens de faire. C'est super. Bah, en tout cas, on est content que ces thèmes-là vous aient plu. Et puis, c'est ce que on exprimait tout à l'heure. Ça a vocation à se démultiplier de plus en plus. Donc, on espère que vous allez être mobilisés. Et puis, si vous n'êtes pas encore adhérent à votre GDSA ou votre ASAD, bah, c'est le moment d'adhérer. Il y a pas mal de beaux projets, je pense, qui vont se réaliser dans les mois à venir. Donc pour la santé des abeilles, il faut qu'on soit mobilisés tous ensemble. Oui, merci à vous tous d'avoir assisté. Merci Floriane et Alexandre. Et puis Merci à bonne vous. soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Bonne soirée. soirée.